Forme de valeur numéro 10, l'option. C'est à chacun de décider selon ce qu'il veut faire. Punch, hebdomadaire satirique britannique du XIXe siècle, 1846. Une option vous donne le droit, et non pas l'obligation, de réaliser quelque chose de défini à l'avance dans une période donnée, moyennant le paiement d'une somme. On a tendance à ne voir les options que sur les marchés financiers, mais elles sont partout. Les places de cinéma ou de concert, les bons de réduction, les arts ou les droits de licence sont des options. En payant une certaine somme, l'acheteur a le droit de faire quelque chose, d'assister à un spectacle, d'acquérir un bien ou d'acheter une valeur boursière à un prix donné, jusqu'à une date limite. Pour créer de la valeur via une option, vous devez 1. Identifier quelque chose que les individus pourraient aimer faire dans le futur. 2. Offrir à des acheteurs potentiels le droit de réaliser cette chose dans un délai fixé d'avance. 3. Convaincre les acheteurs potentiels que l'option justifie le prix demandé. 4. Respecter la date limite d'exécution de l'action convenue. Les options ont une valeur parce qu'elles donnent à l'acheteur la possibilité de faire quelque chose sans l'obliger à le faire. Par exemple, si vous achetez une place de cinéma, vous avez droit à un siège pour regarder votre film, mais vous n'êtes pas obligé d'aller au cinéma et d'occuper ce siège si vous préférez faire autre chose le moment venu. Lorsque vous achetez votre place, vous achetez uniquement le droit d'exercer l'option de regarder le film à une date et une heure convenues, rien de plus. Les options sont souvent utilisées pour se réserver la possibilité de réaliser quelque chose pendant une période donnée. Par exemple, lorsque ma femme et moi avons quitté New York pour nous installer dans le Colorado, nous avons pris une option sur un appartement que nous n'avions pas vu en vrai. L'acompte que nous avons versé nous donnait la garantie que le propriétaire ne louerait pas l'appartement à quelqu'un d'autre avant notre arrivée. Finalement, nous avons signé le contrat de location, transformant notre acompte en dépôt de garantie. Si nous avions décidé de ne pas déménager, le propriétaire aurait gardé notre acompte pour nous avoir réservé l'appartement pendant un certain temps et aurait été libre de trouver un autre locataire. Ainsi, l'option a été profitable aux deux parties. Les options sont souvent une forme de valeur négligée. La flexibilité est l'une des 3 monnaies universelles, concept abordé ultérieurement. Trouvez un moyen de donner davantage de flexibilité aux individus et vous avez là un business model parfaitement viable. Forme de valeur numéro 11, l'assurance. La différence est grande entre prendre des risques calculés et être téméraire. Le général George Patton, commandant de la 3e armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. L'assurance implique un transfert de risque de l'acheteur au vendeur. L'assureur accepte de couvrir un risque de dommage à l'assuré moyennant le paiement d'une prime. Si le risque en question se réalise, c'est l'assureur qui doit payer la facture et indemniser l'assuré. Si le risque ne se réalise pas, l'assureur garde l'argent versé par l'assuré. Pour créer de la valeur via l'assurance, vous devez 1. Signer un contrat avec l'assuré par lequel vous prenez en charge le risque qu'il subisse un dommage, une perte par exemple. 2. Évaluer le risque de survenue du dommage à l'aide des données disponibles. 3. Percevoir les sommes définies et versées par l'assuré, les primes. 4. Indemniser l'assuré en cas de réalisation du risque. L'assurance a de la valeur aux yeux de l'acheteur parce qu'elle le protège d'un dommage éventuel. Par exemple, une maison peut prendre feu de multiples manières et si elle est détruite entièrement, la plupart des propriétaires n'ont pas assez d'argent pour en racheter une autre. L'assurance habitation transfère ce risque à un assureur. Si la maison est réduite en cendres, l'assureur va indemniser le propriétaire et lui permettre d'acheter un nouveau logement. Si la maison ne prend jamais feu, l'assureur continue de percevoir les primes versées par l'assuré. L'assurance est un système qui fonctionne parce qu'elle répartit le risque sur un grand nombre d'individus. Si un assureur rédige des polices d'assurance pour des milliers ou des millions d'habitations,
il est fort improbable qu'elle brûle tout en même temps. Il ne devra indemniser que quelques assurés à la fois. Tant que l'assureur touche davantage de primes qu'il ne verse d'indemnisation, il gagne de l'argent. L'assurance automobile, l'assurance maladie et les garanties sur les biens de consommation fonctionnent à l'identique. Plus l'assureur touche de primes et moins il verse d'indemnisation, plus ses revenus sont importants. Les assureurs ont tout intérêt à éviter les clients à risque, à maximiser les primes et à minimaliser les indemnisations. Par conséquent, ils doivent faire preuve de vigilance en se préservant des déclarations frauduleuses tout en acquittant correctement les demandes légitimes. Si un assureur refuse de régler un sinistre, il risque de se retrouver au tribunal car l'assuré peut intenter une action en justice pour faire respecter le contrat d'assurance. Forme de valeur numéro 12, le capital. Le capital est cette partie de richesse consacrée à obtenir davantage de richesse. Alfred Marshall, économiste et auteur de Principes d'économie politique. Le capital est l'achat d'une participation dans une entreprise. Pour les parties qui ont des ressources à affecter, fournir les capitaux est un moyen d'aider des propriétaires d'entreprises à développer leur activité ou à pénétrer de nouveaux marchés. Les investissements des business angels, le capital risque et l'achat d'actions dans des sociétés cotées en bourse permettent de créer de la valeur via un capital, un concept que nous aborderons en détail dans la hiérarchie des financements. Pour créer de la valeur via un capital, vous devez 1. Avoir des ressources disponibles à investir, 2. Trouver une entreprise prometteuse dans laquelle vous seriez prêt à investir, 3. Estimer la valeur actuelle et future de cette entreprise ainsi que son risque de faillite qui signifierait la perte de votre capital, 4. Négocier la part du capital que vous allez détenir en échange du montant du capital que vous investissez. Les entreprises tirent profit d'un investissement en capital qui leur permet de réunir les ressources nécessaires pour étendre leur activité ou conquérir de nouveaux marchés. Certains secteurs d'activité tels que l'industrie manufacturière et les services financiers ont besoin de capitaux importants pour leur création ou leur développement. En attirant des investisseurs, les entrepreneurs peuvent se procurer des capitaux suffisants pour développer rapidement leur activité. Les investisseurs y trouvent leur compte en acquérant une part du capital de l'entreprise, ce qui leur permet de tirer profit des activités de l'entreprise sans s'engager activement. Au lieu de laisser leur argent dormir sur un compte bancaire, ils peuvent l'investir dans des entreprises à l'avenir prometteur et susceptibles de leur procurer un taux de rendement supérieur. Si l'entreprise prospère, les investisseurs pourront percevoir une participation aux bénéfices. Si l'entreprise est rachetée par une autre entreprise ou introduite en bourse, les investisseurs pourront toucher un pourcentage du prix d'achat, une somme versée en totalité et en une seule fois, ou vendre leurs actions sur le marché pour obtenir une plus-value. Le prix de la solution de facilité. Toutes les situations humaines ont leurs inconvénients. Benjamin Franklin, homme politique et physicien. Les êtres humains sont presque toujours prêts à payer pour des choses qu'ils jugent pénibles et dont ils n'ont pas envie de s'occuper eux-mêmes. Et là où il y a un tracas pour les autres, il y a une opportunité commerciale pour vous. Une tâche peut être jugée ennuyeuse parce qu'elle prend trop de temps à effectuer, réclame trop d'efforts pour aboutir à un résultat satisfaisant, détourne l'attention d'autres tâches plus importantes ou prioritaires, implique trop de confusion, d'incertitude ou de complexité, nécessite une expérience préalable coûteuse ou intimidante, exige des ressources ou un équipement difficile à se procurer. Plus un projet, une action ou une tâche pose problème aux yeux des gens, plus ils sont disposés à payer pour trouver une solution facile ou pour que quelqu'un accomplisse le travail à leur place. Par exemple, le propriétaire d'une maison peut être prêt à débourser 50 € pour un kit de nettoyage piscine ou 100 € par mois pour avoir quelqu'un qui lui nettoie sa piscine.
le résultat final est identique. Sa piscine sera propre. Mais le service de nettoyage représente une solution de facilité qui lui évite d'avoir à nettoyer lui-même sa piscine, ce qui exigerait d'y consacrer du temps et de l'énergie. Par conséquent, le service de nettoyage des piscines privées tire profit du prix de la solution de facilité. Il empoche 1 200 € par an, ce qui représente pour le propriétaire 1 150 € de plus qu'un kit de nettoyage, mais le tracas en moins. Il y a quand même une limite. S'il coûtait 10 000 € par mois, un service de nettoyage des piscines n'aurait aucun succès. La grande majorité des propriétaires ne sont pas obsédés à ce point par la propreté de leur piscine. Pour exploiter le prix de la solution de facilité, vous devez identifier le degré d'embêtement qu'une tâche représente aux yeux du prospect. Plus ce dernier rechigne à exécuter cette tâche, plus le prix de la solution de facilité peut être élevé. Si vous cherchez une nouvelle idée d'activité à lancer, tournez-vous vers ce que les individus ont le moins envie de faire. Je vous le répète, là où vous identifiez un problème ou un tracas, vous mettez le doigt sur une opportunité commerciale. Plus vous éviterez de problèmes ou de tracas aux clients, plus vous gagnerez d'argent. La valeur perçue. Les individus n'échangent pas de l'argent contre des choses s'ils accordent davantage de valeur à leur argent qu'à ces choses. Roy H. Williams, auteur de The Wizard of Oz. Toutes les formes de valeur ne sont pas égales. La valeur est quelque chose de subjectif. La valeur perçue détermine le prix que vos clients sont disposés à payer pour ce que vous leur offrez. Plus un prospect attache de la valeur à votre offre, plus il sera susceptible de l'acheter et plus il acceptera d'y mettre le prix. Les offres les plus valables aux yeux des clients possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes. Elles satisfont un ou plusieurs des besoins humains fondamentaux, ont un résultat final, concept abordé ultérieurement, attractif et facile à visualiser, autorisent un prix de la solution de facilité maximale en minimalisant les tracas à supporter par l'utilisateur final, satisfont la recherche de statut social du prospect en lui apportant des signaux sociaux, concept abordé ultérieurement, désirables, qui l'aident à donner une bonne impression aux autres. Il est important de noter que la valeur perçue dépend de la situation actuelle, des valeurs, des croyances et de la vision du monde de votre prospect. Si ce dernier juge que votre offre n'a aucune ou pas assez de valeur, il ne sera pas réceptif, concept abordé ultérieurement, à ce que vous lui proposez. Faites en sorte de proposer les avantages les plus significatifs et le statut social le plus élevé, tout en nécessitant le moins d'efforts et de frustration possible pour l'utilisateur final, et vous augmenterez la valeur perçue de votre offre. La modularité. Les grandes choses ne sont pas réalisées sur un coup de tête, mais sont plutôt un assemblage de petites choses. Vincent van Gogh. Gardez à l'esprit que les 12 formes de valeur ne s'excluent pas mutuellement. Vous pouvez proposer à vos clients potentiels différentes combinaisons de ces formes et voir ce qu'ils préfèrent. La plupart des entreprises qui réussissent proposent de la valeur sous de multiples formes. Prenez le secteur de la presse et plus précisément celui des magazines. Vous payez un abonnement mensuel ou annuel pour recevoir votre magazine préféré dans votre boîte aux lettres selon une périodicité fixée d'avance. En même temps, les responsables du magazine utilisent l'agrégation d'un public pour vendre l'accès à leurs abonnés via la publicité, laquelle est incluse dans le magazine. Des sites de voyage comme Expedia vendent des produits, billets d'avion, des assurances annulation et affichent de la publicité, agrégation d'un public, à laquelle les visiteurs ne peuvent pas échapper. Les cinémas associent projection de films, ressources partagées, places, options, et confiserie, produits. Dans la plupart des entreprises,
les offres sont gérées séparément et le client peut sélectionner celles dont il souhaite bénéficier. En rendant ces offres modulaires, l'entreprise peut les créer et les améliorer séparément, puis les combiner et les assortir pour les adapter aux besoins de sa clientèle dans le souci de mieux la servir. C'est comme jouer au Lego. Une fois que vous avez les pièces devant vous, vous pouvez les emboîter pour créer des constructions intéressantes. Groupage et dégroupage. Un peu de ceci, un peu de cela, et voilà comment la nouveauté vient au monde. Salman Rushdie, écrivain britannique. En proposant de petites offres modulaires, vous tirez profit d'une stratégie appelée groupage. Le groupage vous permet de réutiliser de la valeur déjà créée pour en créer encore davantage. Dans le groupage, vous associez plusieurs petites offres pour proposer une seule grande offre. Le secteur des téléphones mobiles en est le parfait exemple. Un mobile, un produit matériel, est groupé à une offre de service, un abonnement mensuel, pour un prix unique. De même, les offres du style un produit offert pour un produit acheté sont une forme de groupage. En général, plus l'offre groupée contient d'offres, plus la valeur perçue de l'offre est forte et plus l'entreprise peut proposer un tarif élevé. C'est la raison pour laquelle les opérateurs de téléphonie mobile ajoutent différentes petites offres à leur offre de base comme le report de minutes le mois suivant, les SMS illimités ou un accès Internet. Plus les avantages sont nombreux, plus le client est prêt à payer tous les mois pour une offre complète. Le dégroupage est le contraire du groupage. Il s'agit de prendre une offre globale et de la diviser en offres multiples. Vendre des téléchargements MP3 d'un album au lieu de vendre un CD est un bon exemple de dégroupage. Les clients peuvent ne pas vouloir débourser 10 € pour un album complet, mais accepter de payer 1 ou 2 € pour les chansons qu'ils préfèrent. Dégrouper l'album en unités individuelles permet de réaliser des ventes qui autrement n'auraient pas lieu. Le groupage et le dégroupage peuvent vous aider à créer de la valeur pour différents types de clients sans avoir besoin de créer quelque chose de nouveau. À travers les combinaisons d'offres et de formes de valeur les plus variées, vous pouvez offrir à votre clientèle exactement ce qu'elle veut.